Bon, bonjour tout le monde, je m'appelle Victoria et je travaille pour l'agence européenne. Donc je me présente moi-même, voilà. Je dois dire que j'avais préparé une présentation qui était un petit peu plus au niveau du fond, du contenu, des réflexions, et j'ai eu la chance d'avoir tous les exposés, ou du moins les résumés à l'avance. J'ai lu le rapport scientifique qui est quand même considérable, et je dis, enfin, il y a des gens il y a des chercheurs de grande qualité qui vont expliquer beaucoup mieux que moi toutes les parties théoriques. Je crois que vous avez vraiment, félicitations aux organisateurs, vous avez vraiment des chercheurs pointe au niveau européen et international. Donc ça m'évite de faire toute une partie de ce que j'avais préparé. Donc j'irai plus vite. J'ai fait en anglais un petit peu parce que je crois qu'il y a quand même des collègues anglophones, ça va permettre, mais je ne vais pas être tout à fait fidèle pour ce que je vais expliquer en français. Je vais essayer de mon mieux aussi. Bon, déjà peut-être il faut expliquer que nous, c'est marqué comme Union européenne. Donc, ça prête un petit peu à confusion. On n'est pas la Commission européenne. Hein, je crois qu'il faut vraiment le dire. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, la Commission européenne n'est pas la plus aimée du monde, ce n'est pas pour ça que je le dis, mais parce que nous, on est une agence technique des ministères de l'Éducation, des services qui travaillent dans le domaine de ce qui est la diversité, le handicap, les besoins éducatifs. On a toujours des termes qui sont créés au fil des années. Donc, qui vraiment ont voulu travailler ensemble, coopérer, discuter pour voir comment on peut apprendre, on peut échanger pour améliorer. Donc c'était vraiment le but de savoir comment améliorer les conditions des jeunes qui présentent des difficultés. Donc un petit peu, je veux expliquer, on a vraiment les soutenus par la Commission européenne, mais je dois dire que ce titre est un petit peu trop grand pour nous. On n'est pas l'Union européenne. Et en fait, on a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Deuxième nuance, je sais que le titre de l'exposé est au niveau international aussi. Nous, on travaille dans le cadre européen. On a beaucoup de contacts au niveau d'organismes internationaux. On a des contacts avec des pays qui ne sont pas l'Union européenne. Mais moi, je ne peux même pas prétendre d'expliquer ce qui se passe ailleurs, déjà compliqué dans 29 pays. Moi, je suis très admirative pour les organismes internationaux qui doivent gérer tout ce qui est tellement différent. Je ne sais pas comment ils peuvent faire. Quand on a été invité par les Nations Unies, le comité qui a mis sur pied la convention, la première des choses qu'on leur a dit, bravo, si vous arrivez à pouvoir faire parler et mettre ensemble ce qui est incomparable, c'est génial. Nous, on n'arrive pas avec 29 pays. Bon. Donc c'est un petit peu ce que je voulais nuancer. Je vais rapidement voir un petit peu quel est notre point de travail. Très brièvement, ce que l'inclusion signifie par rapport à ce que nous, on fait dans nos réflexions. Mais je crois qu'il va y avoir des exposés magnifiques qui vont dire beaucoup mieux ce que nous, plus ou moins, on est tous d'accord. Et un petit peu au niveau des défis, des opportunités. Mais moi, j'y tiens beaucoup et j'ai demandé à présenter une vidéo des jeunes qui vont parler de ce qu'ils croient que c'est l'inclusion des jeunes de 29 pays, avec et sans handicap. Et qui vont vous expliquer, je crois que dans quelques lignes, ce que nous, on écrit dans un bouquin. Bon, j'ai déjà un petit peu expliqué, nous, on est une agence technique. Moi, je considère qu'on est une agence technique au service des services de l'éducation pour améliorer la qualité de l'éducation avec, comme Serge a déjà dit, et vous allez l'entendre pendant les 2 jours, on est toujours en train d'essayer de combiner égalité de chance, donc l'équité, avec la qualité. Donc quand on parle des jeunes, on a parlé d'abord intégration, vous vous rappelez, on a toujours des termes qui reviennent depuis pas mal de temps. On a parlé d'intégration, il faut parler de Salamanque, qui a été quand même fort important. Après, on est passé à l'inclusion, qui va plus loin. Hein. Ce n'est pas rien qu'un changement de terme parce qu'on a trouvé mieux, mais parce qu'il y a quand même un fond. Comme Serge a dit, et vous allez écouter, on est en train de parler aussi d'une qualité. Ça, c'est le respect de la diversité, la valeur de la diversité et la tolérance. Et donc, d'essayer de voir quelle est la réponse éducative de qualité qu'on peut apporter. Ça, je crois que c'est vraiment fort important. Tout le monde est plus ou moins d'accord. Je crois que là, il n'y a pas de... C'est déjà, les Nations Unies ont fait vraiment un mouvement très fort. C'est le monde associatif qui l'a fait, il faut le dire. Hein. Et les autres, il faut suivre. Hein. On suit toujours après. Donc, c'était un pas en avant considérable. Et on est en train de voir comment on va pouvoir mettre cela sur place. Alors, que je ne me trompe pas, parce que moi, je suis très nulle là. Oui.
effectivement. Voilà. Donc, on est en train d'essayer de voir quel est l'agence n'essaie pas de dire est-ce qu'il faut ou pas faire une inclusion. Déjà, parce que vous savez que les pays ont des politiques éducatives absolument différentes, absolument autonomes, et chaque pays est là où il est. Il y a des pays qui sont déjà quand même très loin par rapport à ce qu'on peut dire l'inclusion ou le but d'une inclusion, parce que je suis tout à fait d'accord avec Serge, l'inclusion c'est un processus, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moment de parcours, c'est un parcours qu'il faut aller avec une idée, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Les pays sont dans des situations différentes et il n'y a pas une seule agence, une seule organisation qui va leur dire ce qu'il faut faire. Parce que les pays ne sont pas au point A ou B, parce qu'ils sont meilleurs, ou il y a un qui est très méchant et qui ne veut pas aller au point A, parce qu'on considère qu'il est mieux. Je crois que là, c'est vraiment le respect de chacun essaie d'avancer en fonction de l'histoire et du moment où il est. Et donc, il faut avoir un respect, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut, où il faut aller. Pour l'agence, c'est clair, et donc quand je dis l'agence, c'est les pays, on est tous d'accord qu'on essaie de voir, de vraiment augmenter, de tenir compte de quel est le niveau d'éducation qui est atteint par tous les élèves. Donc, ce n'est pas rien qu'avec un petit groupe qu'on va travailler, il faut tenir compte de la totalité avec ce principe dont j'ai parlé avant. Ça pose des questions par rapport à, bon, comment est-ce que le système éducatif, il a été créé? Il répond à qui? Et on utilise très souvent, vous savez, la courbe de Gauss, hein, où là, on montre bien qu'en général, les systèmes éducatifs ont été, on pensait, on pense que positivement, hein, ce n'était pas dans un sens de créer des problèmes, mais qu'on était toujours en train de parler d'un groupe d'élèves qui est la moyenne. Et donc, on oublie un petit peu ceux qui sont beaucoup plus bas que la moyenne ou beaucoup plus forts que la moyenne. Donc, le système ne peut pas être vraiment homogène et fait pour des enfants qui ont un profil fixe. Il y a une diversité, et la diversité est là. Ce que nous, on voit, c'est qu'au niveau de... Quand on réfléchit à ce qui est l'inclusion, il faut réfléchir à quels sont les changements qu'il faudra faire. Ça serait un petit peu comme quand on fait une maison. Normalement, il faut commencer par les fondements de la maison, avant de la bâtir. Et donc après, on fait les murs et on arrive au toit. Eh bien, l'inclusion est maintenant, en ce moment, un objectif. La maison est faite. C'est-à-dire, le système éducatif est fait en Europe. Je parle en Europe. Il y a des pays qui ont la chance de peut-être pouvoir bâtir tout à fait dès le départ. Mais en Europe, le bâtiment est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On doit réparer. On doit essayer de voir où sont les fissures, qu'est-ce qu'il faudra changer, puisque la maison est faite. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui pose problème au niveau des systèmes éducatifs dans les pays européens. Donc, il faut voir quels sont les actes législatifs qui sont là, quelles sont les mesures politiques qu'il faut mettre en place, sans oublier les pratiques. L'agence essaie de vraiment combiner ces trois volets. Nous, on parle toujours de trois piliers fondamentaux. On a des chercheurs qui vont nous aider à la réflexion de pourquoi on fait ça. Si on fait ça sur base de quoi? Quel est le fondement derrière un changement? On a les décideurs, ce sont les représentants des ministères, qui doivent après essayer de voir comment ils peuvent vraiment mettre sur pied des mesures politiques adéquates, mais sans oublier les praticiens. Pardon, j'allais faire en anglais. Les praticiens. Parce que des belles lois peuvent être mises sur pied sans qu'elles soient appliquées, ou sans qu'elles soient correctement appliquées, ou peut-être pas rien qu'appliquer, il faut évaluer, il faut tenir compte de comment elles ont été appliquées, qu'est-ce qu'il faut modifier. Donc en fait, quand on parle d'inclusion, ça c'est un petit peu le rôle que nous on fait, essayer avec ces trois piliers de voir comment les mettre ensemble, comment travailler ensemble et comment avancer. Mais le problème de fond au niveau de l'inclusion, et je crois que là moi je vais soulever des questions. Quel est le modèle de société que l'on veut? Il y a un chercheur sud-américain qui avait fait, moi j'ai beaucoup aimé la phrase, j'essaie de traduire de l'espagnol, puisque ma langue c'est l'espagnol quand même, c'est qu'une société qui exclut ne peut pas inclure. Et je crois que c'est très vrai, parce qu'on est en train de demander à l'école ce que peut-être la société ne fait pas. Je voudrais dire qu'au niveau européen, moi je ne suis pas très, en ce moment, je suis un petit peu déçue de ce qui se passe. Quand on parle de tolérance, quand on parle d'équité, quand on parle de plein de choses qui sont très belles,
mais il faut les voir. Hein. Il faut voir comment ça se passe. Donc, l'école, on ne peut pas demander à l'école ce que la société ne fait pas. Donc, ça, c'est une question, je crois que c'est fort important. Quand on parle d'inclusion, il faut réfléchir. Donc, je vous passe un petit peu des questions. Les enseignants. On considère que les enseignants, c'est Superman, Superwoman. Ils sont capables de gérer tout dans n'importe quelle condition. Est-ce que les enseignants, vraiment, dans leur formation, ont été préparés pour faire face à cette diversité, à cette école pour tous? Il faudra réfléchir. Ici, il y a beaucoup d'académiques. Alors moi, je passe là-bas, je suis toujours très dure avec le monde académique. Est-ce que vraiment, vous pouvez dire que vous êtes en train de former des professionnels nouveaux, parce que c'est des professionnels nouveaux, qui vont devoir gérer ces changements? On ne peut pas demander des choses qui ne peuvent pas être faites si on n'a pas mis les moyens. De même pour les professionnels. C'est pas rien que les enseignants, on parle toujours, ça dépend des pays. Les pays ont des modèles tout à fait différents, mais il y a des professionnels qui travaillent aussi avec les enseignants. Comment est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils sont formés en ayant en tête qu'on va changer ce modèle éducatif? Parce que si on a toujours celui qui fait groupe A, groupe B, groupe C, ben, il y aura toujours un qui va partir vers le groupe A, B, vers le groupe C ou ailleurs. Donc il faut réfléchir, comment on est en train de former? Est-ce qu'on a changé ce modèle? Encore une question. Comment la classe est gérée? Comment les programmes éducatifs sont préparés, offerts et présentés? Est-ce qu'on est en train vraiment, dans les programmes éducatifs de nos pays, en train de vraiment tenir compte de la diversité, de la tolérance, de l'équité et de l'excellence? Est-ce qu'on est en train de faire ça ou on est toujours en train de parler d'une moyenne d'élèves qui peuvent toujours suivre? N'importe comment, n'importe où, ils peuvent toujours suivre. C'est une question à y réfléchir. Comment l'école elle-même, elle est gérée? Parce que l'école, c'est un point fondamental. J'ai dit maintenant qu'on leur demande trop, mais c'est quand même un point essentiel. C'est le moment où les enfants, les élèves passent énormément de leur temps. Comment sont les rapports entre les enseignants, le directeur? Quel est le rôle du directeur de l'école? Est-ce qu'il y a vraiment une collégialité? Parce qu'on parle toujours d'équipe. On parle toujours de travail en équipe. Est-ce qu'on a été formé pour travailler en équipe? On parle de la multidisciplinarité, transdisciplinarité, des mots super beaux, techniquement, mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Est-ce qu'on est en train de vraiment aller vers une coopération réelle et effective à l'école? Bon. Et encore, je vais encore, parce que moi j'ai des questions, hein, plus que de réponses. Est-ce que les services, on dit les services doivent coopérer entre eux? En France, vous avez des services qui ont un poids très fort au niveau éducatif, beaucoup moins dans d'autres pays. Est-ce que vraiment les services sont prêts? Est-ce qu'ils ont été préparés? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent coopérer? Ou on leur dit, la loi dit ça, vous faites. Alors si c'est comme ça ne se passera jamais rien, franchement. Sauf quand il y a une volonté. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment volontaires et qui sont partants pour faire ainsi. Et puis finalement, est-ce qu'on demande aux enfants et aux familles s'ils sont contents? Je sais qu'il y a des exposés qui vont porter là-dessus aujourd'hui et demain. Parce que le vécu des élèves est fondamental. Il faut qu'ils soient vraiment bien à l'école, qu'ils se sentent bien à l'école. Il faut que les familles aient le plaisir aussi de conduire les enfants à l'école. Quand on a été avec cette audience avec les jeunes au Luxembourg, c'était le dernier mois d'octobre, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'un jeune a dit. Il était dans l'inclusion. Dans une école inclusive, il a dit « Ah, moi, j'aime bien mon école, parce que dans mon école, il fait bon vivre. Il n'y a pas du harcèlement. » Moi, je vois que ça, c'est une définition qui est magnifique. Je ne veux pas être pessimiste, hein, mais nous, notre rôle comme agence, c'est de répondre aux questions que je vous ai dit. On est en train de travailler avec les pays pour voir comment on peut répondre et qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied, comment aider pour pouvoir répondre à ces questions. J'ai encore un petit peu de temps, je crois, non? Oui, ça ira, non? En tout cas, moi, je préfère maintenant terminer avec la vidéo parce que je ne veux pas la rater. Rien que 2 minutes. Mais la vidéo, c'est un petit peu plus long. Hein. Je vais essayer. Hein. Parce que c'est vraiment... on le fait depuis 2003. On rencontre, on fait venir les élèves dans des cadres magnifiques, les parlements, européens ou nationaux, pour qu'ils aient la chance de pouvoir parler et discuter et proposer dans des cadres législatifs. Pour qu'ils voient que nous, on les écoute et nous, on tient compte de ce qu'ils disent. Donc, c'était en 2015, octobre, avec
j'allais dire en belge, 72 élèves, en français 72, qui étaient là en train de discuter avec les collègues qu'est-ce que c'était l'inclusion pour eux. Et c'était tous dans des écoles inclusives. Parce que l'inclusion n'existe dans aucun pays, ça je vous rassure tout de suite. En Europe, je ne sais pas, peut-être il y a dans d'autres pays, en Europe non, mais il y a des pratiques inclusives excellentes dans tous les pays. Et ça, vraiment, je crois qu'il faudra vraiment qu'on regarde bien ces pratiques et on essaie de voir pourquoi elles marchent bien, essayer de pouvoir en tirer deux leçons pour les mettre en pratique. Je vais essayer de mettre, je suis nulle, hein. Moi je suis du temps où il y avait encore la machine à écrire, hein. Donc j'ai sauté tout, hein. Je n'ai pas suivi. Voilà. On the 16th of October 2015, the Luxembourg presidency of the European Union hosted the agency's fourth hearing, entitled Inclusive Education, Take Action. 72 young people with and without disabilities had the opportunity to discuss how their schools and communities ensure an inclusive education for them and what potential obstacles they're still facing in their education and their day-to-day lives. Their call for action has been collected in the form of recommendations for policymakers, and they'll be presented to the Council of Ministers during the Education, Youth, Culture and Sport meeting on the 23rd of November 2015. The event gathered 250 participants and stakeholders from all the agency member countries, as well as policymakers and representatives from European and international institutions. The Luxembourg Minister for Education, Children and Youth, Claude Meisch, addressed the young people, stating that we need your contributions, let's take action. Martine Reichhartz, Director of the European Commission's Directorate General for Education and Culture, emphasised that within the Commission's strategic framework, Education and Training 2020, inclusion of all students into mainstream education is a stated priority, and that young people deserve concrete actions. In preparation for the event, the secondary education students representing 27 agency member countries had the opportunity to discuss key issues with their peers and teachers in their schools. The questions for discussion referred to ways in which their schools support them in their education, examples of how teachers and classmates take into account their needs, accessibility, class organisation, and suggestions for ways to overcome remaining barriers to inclusion. At the event in Luxembourg, young delegates shared their own personal experiences and transmitted their peers' messages as well. The aim of the event was to empower and ensure the involvement of learners in shaping educational policies. The young people made their voices heard in Luxembourg. It is important that teachers know which strategies to use. Teachers need to be more attentive to younger students and recognize their needs early and support them early. What is important is the cooperation amongst teachers themselves as well as teachers and pupils. More respect and understanding for teachers. Involve students and parents in decisions. Raise awareness about disabilities. No separate buildings and classes, so we can help each other. Having different levels in a classroom prevents bullying and support mutual understanding. We should establish more common activities between students with and without disabilities. Such activities can help to get to know each other and could help the children without disabilities to understand the children with disabilities, as well as with the differences. This can support mutual understanding and mutual tolerance and respect from a young age. How the school avoids and removes physical barrier. Elevators and stair climbers in many schools, but sometimes a key is needed that is not given to students. Materials and labels available in Braille, some materials available electronically.
accessible bathrooms available. Adapted materials are made available that suit the needs of learners. The decision to get a support teacher should be made by the student, the parents, and the teacher. Students are not always asked whether they want to be placed in a support class, but they should. Avoid heavy bags and books and replace with e-books, equal access to everything. And offering social and psychological support, a room to calm down, to take a time out. We have selected a quote which summarizes this topic. Diversity is the mix. Inclusion is what makes the mix work. Several messages have been repeated by the young people throughout the 4 hearings. Students called for schools without barriers, more teacher education, and more information and awareness raising for schools, communities, and society as a whole. They agreed that peer support among students is generally good, but it's crucial to be included in mainstream schools in order to be included in society. The young people's voices must be listened to and taken into account. Their discussions and recommendations constitute a body of knowledge from the perspective of learners with disabilities, which will influence the debate in Europe on how to implement inclusive education into practice. See the more detailed results online on the Take Action web area of the event and follow the news. Voilà, je crois que ça conclut quand même assez bien ce qui a été dit. Ce document a été présenté au Conseil des ministres européens. Qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est fait. Et il y a tout un rapport avec tout ce que les jeunes ont dit avec des messages. Ils ont fait 5 messages clés. Je vous invite à le consulter sur notre site. Merci beaucoup.